la domestication des plantes. Bienvenue dans Révise ton bac, le podcast qui t'aide à réviser les notions essentielles dans ton programme de SVT spécialité. Aujourd'hui, cap sur un thème passionnant, la domestication des plantes. Comment l'homme a-t-il transformé des espèces sauvages en cultures productives? Quels mécanismes sont en jeu? Tu vas voir, c'est à la fois simple et impressionnant. Qu'est-ce que la domestication des plantes? Avant de nommer quelques exemples et de les développer, il faut comprendre ce qu'on appelle la domestication des plantes. C'est un phénomène fondamental dans l'histoire de l'humanité qui a littéralement changé le cours de notre évolution. Il y a environ 10 000 ans, pendant le néolithique, certaines populations humaines passent progressivement d'un mode de vie chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur sédentaire. C'est la révolution néolithique. Mais pour cultiver des plantes, encore faut-il qu'elles soient adaptées à la culture. Et justement, certaines espèces végétales, issues de la flore sauvage, vont peu à peu être transformées par l'action de l'homme. Ce processus de transformation, c'est ce qu'on appelle la domestication. Concrètement, ça veut dire que l'homme sélectionne volontairement ou inconsciemment les plantes qui présentent des caractères favorables à ses besoins. Des graines plus grosses, des fruits plus sucrés, une croissance plus rapide, une récolte plus facile ou encore l'absence de toxines naturelles. Ce n'est pas de la magie ni de la manipulation génétique, c'est un phénomène évolutif basé sur la sélection naturelle. On peut distinguer plusieurs types de sélection naturelle. La sélection empirique, utilisée dès le début de l'agriculture. Les agriculteurs choisissent les meilleures plantes d'une génération pour semer la suivante, sans connaître les lois de la génétique. Chaque plante possède des variations génétiques naturelles. L'homme choisit parmi ces variations celles qu'il considère comme utiles. Puis il replante les individus les plus intéressants génération après génération. Ce faisant, il oriente l'évolution de l'espèce. Il existe encore l'hybridation programmée, développée plus récemment, qui consiste à croiser volontairement deux lignées différentes pour cumuler des caractères intéressants, comme la résistance à une maladie et un bon rendement. Ces deux mécanismes ne sont que l'utilisation des modes de reproduction et de sélection naturelle des êtres vivants. Mais nous sommes allés plus loin. La transgénèse, une technologie moderne, permet d'introduire un gène provenant d'une autre espèce dans le génome d'une plante. Par exemple, on peut insérer un gène de bactérie dans une plante pour la rendre résistante à un insecte ou à un herbicide. Là aussi, la technologie est complexe, mais nous avons vu que les transferts horizontaux de gènes existaient déjà naturellement. Du coup, qu'est-ce qui distingue la sélection artificielle de la sélection naturelle? Dans la sélection naturelle, c'est l'environnement qui choisit les individus les plus adaptés à survivre et à se reproduire. Dans la sélection artificielle, c'est l'humain qui choisit les caractères à transmettre en fonction de ses propres objectifs. Production, goût, apparence, rendement. Au fil des siècles, et parfois très rapidement, les plantes ainsi sélectionnées deviennent très différentes de leurs ancêtres sauvages. Elles peuvent même perdre leur capacité à survivre seules dans la nature. Certaines variétés modernes de blé ont perdu la capacité naturelle à disperser leurs graines, ce qui facilite la récolte mais les empêche de se reproduire sans intervention humaine. La pomme de terre se reproduit principalement par multiplication des tubercules, un mode de reproduction dépendant de la collecte et du replantage par l'homme, puisque la plante produit rarement des graines viables. En résumé, la domestication est une coévolution entre l'homme et la plante. Elle entraîne ce qu'on appelle le syndrome de domestication, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques morphologiques et physiologiques communes aux plantes domestiquées. Perte de la dormance des graines, ce qui permet de les faire germer quasiment quand on veut. Suppression des mécanismes de dispersion, maturité groupée, changement du port de la plante, ce qui permet de mieux les récolter. Changement de forme de vie, annualisation des plantes vivaces ou bisannuelles. Gigantisme, qui permet une production plus importante. C'est le début de l'agriculture, de la sédentarité et des premières civilisations. Tout ceci paraît quelque peu théorique. Voyons maintenant un exemple emblématique, le maïs. C'est l'une des plantes domestiquées les plus importantes au monde. Originaire d'Amérique centrale, il descend d'une plante sauvage appelée la théocenthe. À première vue, le maïs moderne et la théocenthe n'ont pas grand-chose en commun. Les graines de la théocenthe sont petits, durs, enfermés dans une cope, alors que le maïs produit de grands épis avec des graines tendres et nombreux. Comment cette transformation s'est-elle faite? Grâce à la sélection artificielle, l'homme a peu à peu choisi les plantes qui produisaient des grains les plus gros, plus nombreux, plus faciles à récolter. Cette sélection a induit des mutations génétiques et des modifications dans l'expression des gènes. Les études génétiques montrent que la domestication du maïs a modifié des gènes clés, notamment ceux qui contrôlent la structure de l'épi et la taille des graines. Cette transformation a été si efficace qu'aujourd'hui, le maïs ne peut plus survivre à l'état sauvage sans l'aide humaine. Tout ceci semble merveilleux, en tout cas pour nous, mais examinons un peu les conséquences génétiques de la domestication. Celle-ci induit souvent une baisse de la diversité génétique chez la plante. En effet, en sélectionnant seulement quelques individus, l'homme réduit la variation génétique. Cette perte de diversité peut rendre les cultures plus vulnérables aux maladies et au changement climatique. Quelques exemples. La grande famine en Irlande dans les années 1840 a été aggravée par la monoculture de la pomme de terre qui manquait de diversité génétique.
Quand le mildiou est apparu, il a détruit presque toutes les récoltes, causant une famine majeure et une vague d'immigration irlandaise vers les Amériques. La crise du ver gris a sévèrement touché les cultures du coton en Inde, notamment à cause de la faible diversité génétique des variétés cultivées, ce qui a facilité la propagation rapide du parasite. C'est pour cela que l'on conserve des ressources génétiques comme les banques de semences afin de préserver cette diversité. Aujourd'hui, la domestication continue d'évoluer grâce aux techniques modernes. L'hybridation programmée permet de croiser des variétés pour améliorer le rendement et la résistance. La transgénèse et les nouvelles technologies comme les ciseaux moléculaires ouvrent la voie à des plantes génétiquement modifiées capables de mieux résister au stress. La transgénèse et les nouvelles biotechnologies comme les ciseaux moléculaires ouvrent la voie à des plantes génétiquement modifiées capables de mieux résister aux stress environnementaux ou d'avoir des qualités nutritionnelles accrues. Cependant, ces techniques suscitent des débats sur leurs impacts écologiques, sanitaires et sociaux. Maintenant que nous avons vu et compris l'essentiel de la domestication des plantes, voyons ce que tu vas devoir retenir pour réviser ton baccalauréat. Tout d'abord, il existe plusieurs niveaux d'intervention humaine sur le vivant, depuis les méthodes ancestrales jusqu'aux technologies les plus modernes. La sélection empirique, qui repose sur l'observation et l'intuition. Elle a permis pendant des millénaires de sélectionner des caractères avantageux sans connaissance génétique. L'hybridation programmée, utilisée à grande échelle à partir du XXe siècle, permet de combiner volontairement deux lignées pour cumuler des caractères intéressants. Enfin, la transgénèse et les techniques modernes de biotechnologie permettent d'aller au-delà des croisements naturels, modifiant directement l'ADN d'une plante pour accroître sa résistance ou modifier ses propriétés nutritionnelles. Ces méthodes posent des problèmes éthiques, écologiques et économiques. Elles permettent de répondre à des enjeux alimentaires mondiaux, mais exigent une réflexion collective sur l'avenir de l'agriculture. Merci d'avoir écouté Révise ton bac. N'hésite pas à revenir pour d'autres épisodes et à partager ce podcast avec tes camarades. À bientôt pour de nouvelles révisions.